La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a besoin de 504 jours pour arriver à organiser les élections en République démocratique du Congo. 504 jours qui seront à sortir du dernier jour de l'enrôlement des électeurs qui devra être clôturé au mois de janvier 2018. L'Assemblée nationale s'est vue être vue de tous les députés nationaux issus de l'opposition congolaise et également la candidature de la République démocratique du Congo aux commissions des droits de l'homme des Nations Unies. Avec vous, nous allons devoir recevoir Maître Gabin Lulendo. Il est avocat mais également cadre et membre du directoire politique de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Avec lui, nous allons devoir nous étaler sur toutes les questions de l'actualité qui vous ont été annoncées en sommaire. Bienvenue à cet entretien d'aujourd'hui. Maître Gabin Lulendo, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Patrick pour l'invitation. Vous êtes, je précise d'abord, juriste et avocat, donc vous êtes en train d'exercer la profession de droit. Vous êtes également membre et cadre de l'UNC où vous êtes membre du directoire politique du parti cher Vital Kamerhe. Je vous ai assez bien présenté. Ça va, ça me va. J'ai suffisamment beaucoup de titres, mais ça ne sert à rien, donc voilà, on peut se limiter là. Alors voilà, Maître Gabin, vous l'avez appris comme nous, la CENI. Oui, c'est bon, il faut parler un peu Un peu fort? Oui, un peu fort. Bon, mais c'est ça le problème, moi je ne sais pas trop crier. Vous en faites pas. C'est bon, ça va. Ok. Maître Gabin, vous l'avez appris comme nous, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a besoin de 504 jours pour arriver à nous organiser les élections, alors que tout le monde attendait la sortie d'un calendrier électoral et qui devait respecter l'accord de la CENCO qui fixait les élections pour au plus tard la fin de cette année en cours. Comment vous avez accueilli cette annonce de Corneille Nangaa? Ça n'a pas été une surprise pour nous parce qu'on connaît le joueur et son jeu. Corneille Nangaa, c'est bien évidemment un instrument qui agit au profit de la mouvance présidentielle à laquelle il appartient. Tout ce que Corneille Nangaa vous dit pendant la journée, c'est ce qui lui a été dicté par sa famille politique et que pour nous, ce n'est jamais une surprise. Nous avons un certain nombre de faits qui montrent que Corneille Nangaa est en train de jouer avec le feu, oubliant que le feu brûle. La question électorale, outre ces aspects techniques, c'est une question éminemment politique dans la mesure où il s'agit d'un mécanisme qui permet aux participants de concourir à l'accès au pouvoir. Donc les gens vont pouvoir concourir pour accéder au pouvoir à travers un processus électoral. C'est pour cette raison que cette question est éminemment politique. Notez très bien, alors que tout le monde attendait que Corneille Nangaa puisse publier les calendriers, Corneille Nangaa jusqu'à ce jour n'a toujours pas publié les calendriers électoraux, malgré les promesses qu'il a faites. D'abord, Corneille Nangaa, vous êtes journaliste, vous êtes donc historien du présent. Corneille Nangaa, dans un passé très récent, recevant une délégation, en tout cas la jeunesse du rassemblement, je crois que ça devait être au mois de juin, si ma mémoire ne me trahit pas, Corneille Nangaa avait déclaré, entre le mois de mai et le mois de juin, avait déclaré que l'élection était encore possible, n'est-ce pas? L'élection était encore possible lorsque Corneille Nangaa a fait le tour des médias. Y compris, il est passé sur votre média, Africa TV. Mais lorsqu'il reçoit en cachette, en catimini, la jeunesse du rassemblement, Corneille Nangaa va leur dire « Ne rêvez pas, les élections ne sont pas possibles cette année ». Alors que, quelques jours après, lorsqu'il va se présenter aux médias, Corneille Nangaa a affirmé qu'il était encore possible d'organiser les élections et qu'il était en train de se battre pour ça. Il a fallu qu'il se retrouve à l'étranger, devant l'OIF, pour que finalement Corneille Nangaa puisse dire il n'y aura pas d'élection cette année. Ça veut dire que le monsieur a déjà fait son évaluation seul, alors que cette évaluation devait être faite au terme de l'accord par les CENSA, la commission électorale indépendante, ainsi que le gouvernement. Lui-même, en France, annonce devant l'OIF, annonce que les élections ne vont pas avoir lieu. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est utilisé par la mouvance présidentielle pour lancer des pics et voir comment les autres vont pouvoir réagir.
Et comme si cela ne suffisait pas, pour quelqu'un qui avait fait une sortie médiatique tonitruante en disant qu'il était encore possible, alors qu'on était au mois de mai, on était au mois de mai-juin, il estimait qu'il était encore possible. Mais voilà, aujourd'hui, Corneille Nangaa nous parle de 504 jours, alors que ces 504 jours, c'est quoi? C'est après le processus d'enrôlement. Après le processus d'enrôlement. Ça veut dire que ce monsieur a besoin de suffisamment de temps que ceux qui ont organisé les élections en 2006 n'ont pas eu, mais ils ont organisé les élections alors qu'on était dans notre première expérience. En 2011, nous avons eu besoin de 8 mois pour organiser les élections, mais Corneille Nangaa, malgré l'expérience de 2006, malgré l'expérience de 2011, Corneille Nangaa a besoin davantage de temps pour organiser les élections. Encore qu'on se trompe en prenant l'élément temporel comme étant l'élément déterminant pour une bonne élection. Les temps seuls ne suffit pas pour qu'on puisse avoir une bonne élection. On peut avoir 10 ans pour organiser les élections et le jour des élections, il y a bourrage des urnes. C'est ce qui s'est passé en 2011. C'est le jour des élections où il y a eu bourrage des urnes. C'est le jour des élections où on a vu un avion atterrir avec des matières sensibles, notamment les bulletins de vote au Katanga en particulier, etc. C'est ce jour-là où c'est souvent déterminant, où les uns et les autres, en particulier la mouvance présidentielle. Donc le temps n'y est pour rien en pareille circonstance, lorsqu'on a une famille politique qui est aux abois, la mouvance présidentielle qui est aux abois, et qui ne cherche que des astuces pour se maintenir au pouvoir, eh bien, Corneille Nangaa, c'est un instrument adéquat pour arriver à cela. Nous disons, organisez votre aventure, mais chaque chose a une fin, et bientôt nous allons montrer à Corneille Nangaa ainsi qu'à la mouvance présidentielle qui est sa famille politique, qui se sont trompés. Le peuple congolais n'est pas prêt à se laisser faire. Nous avons une disposition à notre portée, notamment l'article 64 de la Constitution, et que nous n'allons pas hésiter un seul instant à les mettre en mouvement, parce que c'est un droit constitutionnellement garanti au peuple. Maître Gabin, cela m'amène, il y a plusieurs questions qui se bousculent dans ma tête. J'aimerais un peu comprendre lorsque vous accusez Corneille Nangaa d'être à la solde de la mouvance présidentielle, alors qu'on sait qu'il n'agit pas en électron libre quand même. Nangaa, la CENI a toute une plénière. Dans cette plénière-là, il y a de membres, des représentants des partis politiques. L'opposition politique congolaise a des représentants au sein de la CENI. Pourquoi vous voulez faire croire à l'opinion que la décision prise par Corneille Nangaa ne l'engage que lui-même et n'a pas été prise au nom de tous les bureaux de la CENI, parce que jusque-là, aucun membre n'a contesté cette position prise par Corneille Nangaa. Et deuxième petite question, c'est l'organe technique, la CENI, qui doit nous proposer et nous dire quel est le temps effectivement qui sera convenable pour tenir les élections au regard en dehors de tous les conciliables et des calendriers politiques. Premièrement, vous me posez là deux questions importantes. La première question est celle de savoir, Corneille Nangaa n'agit pas seul, il y a toute une plénière, et dans cette plénière, ils prennent part les représentants d'autres partis politiques. Pourquoi nous accusons Corneille Nangaa et pas les autres? Le vrai problème, c'est que quand on est dans un environnement politique, il faut savoir comment cet environnement politique fonctionne. C'est très important. Nous ne sommes pas dans un environnement politique américain, nous ne sommes pas dans un environnement politique français, nous sommes dans un environnement politique congolais. Il faut savoir comment il se présente, quelles sont les singularités de cet environnement politique. Nous sommes dans un environnement politique où les hommes sont plus forts que les institutions. Les hommes sont plus forts que les institutions. Et parce que les hommes sont plus forts que les institutions, eh bien les institutions sont incarnées par la personnalité de celui ou de celle qui anime cette institution-là. Regardez, vous avez l'institution président de la République, c'est Joseph Kabila Kabange, celui qui dicte la loi. Je peux encore comprendre parce qu'il est président de la République, en même temps institution. Vous regardez le gouvernement, vous avez Bruno Tshibala,
mais malheureusement pour lui, comme c'est le fruit du débauchage, il n'a pas de pouvoir vis-à-vis de certains ministres comme Chadari, comme Alexis Ntambo-Mwamba, etc. Il peut raconter ce qu'il veut, mais en réalité, ce sont ces gens-là qui sont les hommes forts du régime. Vous regardez l'institution Parlement, vous allez vous rendre compte que c'est Aubin Minakou qui fait le jeu. Au lieu de se considérer premièrement comme étant député, pour que tous les députés puissent être sa base arrière, il se considère seul comme étant la chambre basse et celui qui amène les gens à gauche, à droite comme le mouton de Panurge. À telle enseigne que le Parlement a cessé d'être un temple de démocratie, mais c'est un individu qui dicte la loi et cette loi, c'est la loi de sa famille politique. Ainsi de suite, il en est de même de la CENI. Vous savez, les Congolais, la plupart des Congolais ont la caractéristique de parler, mais une fois qu'ils sont à la mangeoire, ils oublient l'essentiel. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec quelques représentants. Je ne sais même pas quel est le dernier jour où la plénière s'est réunie et quelles ont été les conclusions de cette plénière. Vous êtes journaliste, peut-être mieux informé que nous. Je serais content aujourd'hui que vous puissiez me dire que tel jour, la plénière s'était réunie. Voici les conclusions auxquelles la plénière est arrivée. Là, je parle de la plénière comment dirais-je, de la CENI. C'est pour vous dire, on a institué des organes, mais du point de vue du fonctionnement de ces organes, on peut se poser des questions, non seulement sur l'efficacité, mais aussi sur l'efficience. Donc il y a à manger, à boire. C'est ainsi que Corneille Nangaa, comme il appartient à la mouvance présidentielle, mais visiblement appartenant à un organe soit qualifié, prétendument qualifié d'indépendant, continue à jouer le jeu de sa famille politique, notamment la mouvance présidentielle, qui a comme autorité morale Joseph Kabila Kabange. On en est là. C'est pour cette raison que vous avez l'impression qu'effectivement celui est effectivement celui, parce que justement dès que sa famille politique lui donne des ordres, il vient exécuter cet ordre-là, il vient faire des déclarations. Maintenant, la deuxième question que vous posez, ça c'est pour que vous puissiez comprendre comment un individu a un poids plus que l'institution, parce qu'on est dans un régime des hommes forts et pas d'institutions fortes. C'est ainsi que Corneille Nangaa est plus fort que l'institution CENI, et étant donné qu'il appartient à la mouvance présidentielle, il amène les uns et les autres comme des moutons de Panurge, sûrement qu'il y a quelques petits intérêts financiers, et vous savez, c'est les faibles de Congo. Maintenant, la deuxième question que vous posez, c'est de dire, mais c'est un organe technique, etc. Notez très bien, produire les calendriers électoraux fait partie de ce qu'on appelle la planification électorale. C'est aussi simple que ça. C'est de dire, voici les activités qui doivent être remplies, qui doivent être accomplies. Pour ces activités, nous avons besoin de X temps. Lorsqu'on fait la sommation du temps dont nous avons besoin, ça nous donne autant de jours, ça nous donne autant de mois, ça nous donne autant d'années. C'est aussi simple que ça. Corneille Nangaa ne nous a pas produit les calendriers électoraux. Il attendait la fin de l'enrôlement. Et pourtant, l'enrôlement fait partie, la période pour l'enrôlement fait partie du calendrier électoral. Le calendrier électoral, c'est un ensemble d'activités, y compris le processus d'enrôlement. Nous aurons l'enrôlement de telle période à telle période. Après ça, nous avons besoin de 7 ans pour la loi sur la répartition des sièges. Après ça, voilà, c'est un chronogramme en fonction des activités. Ce monsieur est incapable de nous produire les calendriers électoraux. Disons qu'il avait besoin de la fin de l'enrôlement, alors que l'enrôlement lui-même fait partie du calendrier électoral. Comme si cela ne suffisait pas, alors qu'il s'est dit technicien, eh bien vous avez entendu que la CENI avait besoin de l'OIF pour l'aider à remplir son devoir, notamment élaborer un calendrier électoral. C'est pour vous dire, mes chers amis, quand on veut vous intimider, c'est comme ça qu'on vous dit non, non, c'est trop technique. Il a été dans quelle université où aucun autre Congolais n'a été pour qu'il puisse avoir l'expertise qu'aucun autre Congolais n'a eu. Nous avons été tous à l'université, il suffit qu'on t'explique des choses, on a la capacité de le comprendre, etc. On n'est pas capable d'organiser, c'est-à-dire on n'est pas capable de nous indiquer les calendriers électoraux. On a besoin de l'aide alors qu'on s'appelle technicien, mais on est bien capable de nous proposer des votes semi-électroniques, des choses beaucoup plus compliquées, et dire non, non, ça va marcher, etc. Vous voyez dans quelle mesure, dans ces pays, l'aventure a atteint des proportions inquiétantes,
Et la théâtralisation de la vie politique est devenue même la règle. Donc c'est pour vous dire, c'est du blablabla, chacun raconte sa petite vie comme il l'entend. Je vous dis ce que Corneille Nangaa dit, c'est ce qui lui a été dicté par sa famille politique. Et nous allons réserver à Corneille Nangaa ainsi qu'à sa famille politique une fin de non-recevoir. Nous avons déjà dit que nous rejetons les 504 jours donnés par Corneille Nangaa. Nous voulons les élections d'ici le 31 décembre 2017. Si ces élections ne sont pas organisées, Corneille Nangaa ainsi que son autorité morale, le président Joseph Kabila, doivent prendre leurs responsabilités en démissionnant, faute de quoi nous activons l'article 64 de la Constitution. Vous appelez les autres à démissionner alors que l'on sait que l'UNC a des membres qui exercent au gouvernement Bruno Tshibala et qui n'ont pas encore démissionné, peut-être pour monter l'ère des approbations par rapport à cette démarche que vous décriez, prise par Corneille Nangaa. Pourquoi est-ce que l'UNC n'appelle pas d'abord ses membres ministres à démissionner? D'abord, c'est une mauvaise information de parler des membres de l'UNC qui seraient au gouvernement. L'UNC n'a qu'un seul membre au gouvernement, pas des membres au gouvernement, comme vous le laissez croire. Je veux que l'opinion puisse les retenir. Deuxièmement, si l'UNC avait décidé de participer au gouvernement, c'était justement pour que, à partir de l'intérieur, on montre chaque fois des manœuvres que le pouvoir met en place, etc. Parce qu'on peut contrôler également les systèmes de l'intérieur au lieu de les faire de l'extérieur. Chacun a ses méthodes, chacun a ses stratégies. Toujours est-il que ce dont vous pouvez être fier, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'UNC, c'est le seul parti de l'opposition qui est dans ce gouvernement qui dénonce le comportement du régime, alors que tous les autres opposants se sont tus. Je ne vais pas m'évertuer à citer le nom, mais vous savez que tous les opposants qui sont dans ce gouvernement sont en train d'applaudir toutes les bêtises de ces régimes, alors que l'UNC, tout en ayant un seul membre au gouvernement, est en train de s'opposer de la façon la plus catégorique au comportement, comment dirais-je, indigne de la mouvance présidentielle. Donc vous devriez, bien au contraire, féliciter l'UNC parce que c'est le seul parti politique qui est dans ce gouvernement, mais qui condamne les régimes, alors que tous les autres opposants, on peut bien se poser la question, ils sont allés où? Maître Gaban, d'autres vous accusent, par exemple, d'être animé par l'appétit financier. Vous êtes un ministère pas le moindre, le ministère du budget, et que le parti doit se référer à une santé financière. Voilà, c'est pourquoi vous n'êtes pas en mesure de faire exercer pression sur votre ministre pour qu'il démissionne, ou sinon celui-ci aurait déjà quitté l'UNC dans l'esprit et n'y reste que physiquement. Je ne sais pas distinguer les physiques du spirituel, donc si vous savez comment on distingue, comment en regardant quelqu'un spirituellement il est avec nous, physiquement il n'est pas avec nous. Il y a des faits qui ne trompent pas. Attendez, donc je dis, moi je ne sais pas voir que ce monsieur physiquement est avec nous, mais spirituellement n'est pas avec nous. C'est à travers les actes, n'est-ce pas? Jusqu'à ce jour, les informations à ma possession, ce que notre ministre Pierre Kangoudia est en odeur de sainteté avec son parti, l'UNC. Les informations à ma possession, je suis membre du directoire politique de ce parti. Quand je dis des choses, je sais de quoi je parle. Et si demain, après-demain, la direction politique du parti levait l'option pour que nous puissions nous retirer du gouvernement, en principe, il devra suivre la décision de la direction politique. Et s'il ne suivait pas, les partis tirera les conséquences qui s'imposent. Jusqu'à ce jour, la direction politique du parti ne s'est pas encore réunie pour demander les retraits de notre seul ministre du gouvernement. Dès que cela va être fait, Pierre Kangoudia tirera les conséquences qui s'imposent par rapport à cette décision du parti. Mais on n'en est pas encore là. Est-ce une possibilité? D'ailleurs, si vous suivez l'un des communiqués de la direction du parti, cela avait été déjà dit qu'effectivement, nous voyons que les choses ne prennent pas une bonne direction, que le moment venu, si les choses n'évoluent pas, les partis tirera les conséquences qui s'imposent. Donc c'est une possibilité, il ne faut jamais négliger cet aspect des choses. Mais écoutez, l'UNC, si l'UNC avait l'appétit du seul ministère qui lui est donné, le ministère du budget, l'UNC allait garder silence. D'autres ont eu même des ministères que vous estimez comme étant des ministères non juteux, mais ils n'osent même pas ouvrir la bouche.
Où est parti ce monsieur qui faisait trop de bruit à l'opposition? Il est aujourd'hui ministre en charge des relations avec les parlements. Selon vous, ce n'est pas un ministère juté. Pourquoi il n'ose pas parler? Le goût du lait et du miel. Donc, une fois de plus, si vous estimez que le ministère du budget, c'est un ministère juté, donc avoir un ministère juté et continuer à dire que les choses ne marchent pas, cela relève bien évidemment d'un courage qu'il faut féliciter et qu'il faut bien évidemment, comment dirais-je, louer. Donc, l'UNC veut l'alternance démocratique. Aucun poste ne peut nous éloigner de cet objectif, notamment l'alternance démocratique sans Joseph Kabila. Parce que justement, la constitution de notre pays ne lui permet pas de se maintenir au pouvoir au-delà des 2 mandats lui concédés par la Constitution. Donc, en tant qu'historien du présent, je veux que vous puissiez dire aux gens que l'UNC a une position courageuse dans la mesure où il a un ministère, mais il ne s'était pas, il continue à dire que les choses ne devaient pas marcher, alors que les autres qui ont soi-disant les ministères non jutés ont fermé leur bouche au point de se poser la question, mais où est-ce qu'ils sont finalement, alors que la nation sombre. Maître Gabin, la tripartite gouvernement CNSA-CENI va ouvrir sa porte dans le tout prochain jour. Elle est réglementaire au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre à laquelle l'UNC avait souscrit. Est-ce que l'on peut attendre grand-chose de cette tripartite pour régler la question de la tenue des élections qui finalement commence à se présenter comme étant le pin dorsal de la République démocratique du Congo? Lorsque, d'abord, vous savez comment ces gens sont arrivés à occuper ces institutions, que ce soit Bruno Tshibala, que ce soit Olenga Nkoy, c'est des gens qui ont été débauchés pour besoin de la cause. On ne peut rien attendre des gens qui sont débauchés. Pour la simple bonne raison que quand on vous débauche, vous êtes coupé de votre base arrière, et lorsque vous êtes coupé de votre base arrière, on crée une vulnérabilité politique, et lorsqu'on crée cette vulnérabilité politique, c'est pour que vous soyez seul face à la mouvance présidentielle, de telle sorte qu'on puisse vous amener à gauche, à droite comme un mouton de panurge. C'est ce qui arrive à Bruno Tshibala, parce que c'est un premier ministre débauché, il n'a plus de base arrière, coupé de sa base naturelle, notamment l'UDPS, il est face à la mouvance présidentielle, il ne peut qu'obéir aux désidérata de la mouvance présidentielle. Il en est de même aussi de Olenga Nkoy, qui n'a pas de base, d'ailleurs lui n'en a jamais eu, la preuve c'est qu'il a été candidat en 2011 et ce monsieur n'a même pas réussi à se faire élire comme député national. Donc alors qu'on peut se faire élire député national avec 4000 voix, 5000 voix, c'est que ce monsieur est incapable, malgré sa longévité au sein de l'opposition, incapable de se faire accepter pour ne serait se faire élire. Donc, on ne peut rien attendre d'eux, ce sont des débauchés, ils vont faire la volonté de la mouvance présidentielle, parce que justement, quand ils se regardent avec la mouvance présidentielle leur dit, écoutez, qu'est-ce que vous représentez derrière vous? Mangez calmement, taisez-vous, et vous n'avez rien à dire. Et c'est ce qui va se passer. Deuxièmement, c'est que, quand vous regardez très bien du point de vue de l'orthodoxie juridique et même de l'accord, ce que, en principe, le CNSA est considéré comme, au regard de l'article 222 de la Constitution, si ma mémoire ne me trahit pas, comme étant une institution d'appui à la démocratie. Ça veut dire que c'est une institution de la République. En dehors de l'accord qui est un fait privé, cet accord devait être concrétisé à travers une loi sur les CNSA. La loi en question, la loi organique à ce jour n'existe pas. Deuxièmement, lorsqu'une loi existe, les animateurs du CNSA devaient être investis par ordonnance présidentielle, comme le sont les autres membres ou animateurs d'autres institutions d'appui à la démocratie. Ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire, vous allez prendre un fait privé, notamment l'accord, qui va engendrer des obligations vis-à-vis de l'État, sans bien évidemment qu'il y ait des actes officiels. Quel est le soubassement juridique en dehors du fait que l'accord politique l'a dit? Juridiquement, le CNSA est assis sur quoi? Sur rien du tout. Leurs animateurs ont quelle qualité? Parce qu'ils n'ont jamais été investis par une ordonnance présidentielle. Aucune qualité. Donc vous allez prendre deux institutions, comment dirais-je, légales, parce que prévues par notre Constitution, notamment la CENI et le gouvernement, eh bien, avec une institution illégale, parce que n'ayant aucun soubassement juridique, ni la loi organique portant
comment dirais-je, sa création, son fonctionnement, ni les animateurs nommés, investis par une ordonnance présidentielle. Voilà, ces gens vont se retrouver pour décider. Ça veut dire c'est des actes illégaux et qui peuvent être attaqués du point de vue du droit administratif, parce que des actes pris par des autorités incompétentes, en l'occurrence Olengankoy, étant donné qu'il n'a pas qualité, y compris sa suite. Donc, nous disons une fois de plus, c'est une aventure de mauvais goût. On sait ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arrêter leur truc. Comme on a avancé avril ou mai 2019, ils vont essayer de dire oui, nous avons réussi à ramener ça au mois de novembre, au mois de décembre ou au mois d'octobre 2018. C'est cette aventure qui va se passer pour donner encore une sorte de bouffée d'oxygène au président Joseph Kabila pour pouvoir rester. En même temps, il donnerait l'impression d'avoir fait quelque chose pour la population. On connaît déjà ces théâtres politiques, mon cher ami. Maître Gabin, merci pour vos projections. Et vous allez voir, dans le futur, je vous en parle. Vous avez quelques dons prophétiques que certains vous réclameraient d'être pasteurs. Ma question est celle-ci. Lorsque vous évoquez la loi organique sur le CNSA, cela implique votre Parlement. Avec aujourd'hui l'opposition qui a quasiment séché la Chambre basse, l'hémicycle ne voit plus les députés issus de l'opposition la côtoyer. Est-ce que cette politique de chaises vides peut-elle continuer à payer? Quelle est la pression? À quoi ça sert que les députés de l'opposition quittent la Chambre basse alors que le quorum continuera à être atteint et à l'Assemblée nationale on continuera à siéger et des lois continueront à être votées? Donc ça veut dire que pour avoir la loi sur le CNSA, on n'a pas besoin de l'opposition parce que le quorum va déjà être atteint, étant donné que la mouvance présidentielle a plus de 250 députés. On est bien clair. Donc cela ne va pas être handicapant pour le processus. Le deuxième aspect des choses, c'est qu'il s'agit de l'expression de la démocratie. Même au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez vu lorsque le président de la République, qui est devenu illégitime parce que hors mandat, a pris parole au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, tout récemment, la salle était vide. Les gens ont exprimé leur opinion en disant mais qu'est-ce que ce monsieur va pouvoir nous dire? Il est illégitime, il ne veut pas organiser les élections, il veut se maintenir au pouvoir sans élection. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Pourquoi devons-nous rester dans la salle pour l'écouter? Les gens sont sortis. C'est l'exercice de la démocratie. De même qu'au sein de l'opposition, les opposants sont en droit de dire que lorsque les règles du jeu sont bafouées, eh bien nous pouvons, c'est l'expression démocratique. Ce que je dois aussi dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous allez être le seul encore à vous souvenir que Samy Badibanga a été Premier ministre. C'est ce qui arrive aux gens qui ne savent pas se transcender pour avoir de la hauteur, de telle sorte que demain après-demain, la nation puisse leur être reconnaissante. Est-ce qu'aujourd'hui, combien se souviennent encore que Bochab a été président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, que je salue d'ailleurs en passant? Combien de gens aujourd'hui se souviennent encore de son passage au niveau du Parlement? Mais les gens au moins se souviennent du passage de quelqu'un, l'honorable Vital Kamerhe. Dans la mesure, votre propre chapelle. Je ne prêche pas, vous êtes historien du présent, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui posez des questions. Mais au plus fort de vous, vous savez que les gens se souviennent encore. Et d'ailleurs, ce jour-là, les gens ont scandé des chansons en disant Tokolala, Tokolamuka, Tokolala, Tokolota Vital Kamerhe. Comment ils chantent? Je ne sais pas encore, etc. Tozolala, Toko Kanisa Kamerhe, voilà. Tu vois, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, les gens, même quand ils n'avaient pas de courant, se débrouillaient pour aller chercher le courant, pour suivre les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Et que tout le monde continue à se souvenir de ces messieurs, à telle enseigne que Aubin Minaku, quand il va passer, les gens ne se souviendront plus de lui une seule fois qu'il est parti. C'est pour vous dire que lorsque vous exercez des fonctions au niveau de l'État, montrez aux gens que vous êtes capable de beaucoup de choses, de telle sorte que la nation vous soit reconnaissante. Qu'on se souvienne de Vital Kamerhe, qui n'a même pas fait 2 ans et demi au sein de l'Assemblée nationale, alors que
Évariste Bochab a fait plus de temps comme président de l'Assemblée nationale que Vital Kamerhe et qu'aujourd'hui Aubin Minaku a fait 5 ans et plus davantage comme président et que les gens se souviennent de Vital Kamerhe, ce qu'il avait fait du bon boulot. Chapeau mon président, parce que justement les mondes entiers se rendent compte que vous avez été effectivement, grâce à vous, cette nation avait quand même l'espoir et au jour d'aujourd'hui, l'espoir est perdu. On va presque atterrir, Maître Gabin, le lundi avant-dernière question. Pouvez nous faire, en tant que juriste, est-ce qu'il y a un rapprochement entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont le président Roger Tingui est tombé? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à rêver, avoir la même chose arriver à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas si on peut arriver à la même chose. Au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est une situation, une comédie, etc. Si vous regardez très bien, vous allez voir que probablement, hein, quand j'analyse les faits, je pense que le gouverneur de la ville doit être pour quelque chose, doit y être pour quelque chose. Autrement, s'il n'y avait pas sa bénédiction, je pense que Singhi ne tomberait pas. Vous contredisez en député UNC, hein, en l'occurrence, je vais les citer, Julino Makelele, qui a appuyé cette démarche. Il est membre de l'UNC comme vous. Attendez. Il se peut que les faits qui lui sont reprochés soient des faits avérés. Les députés provinciaux en savent beaucoup, sûrement ils ont eu droit à un certain nombre de dossiers, etc. Et que partant de cela, quiconque commet des faits répréhensibles, eh bien, au regard des instruments qui organisent l'Assemblée provinciale, on peut toujours engager des motions contre lui pour le faire tomber. Ce qui est tout à fait normal. Si Jolino l'a fait parce qu'il avait des éléments qui montraient que le président de l'Assemblée provinciale était bien coupable, s'était rendu coupable d'un certain nombre d'actes, il était de son droit de pouvoir le faire. Mais je constate que pour une assemblée provinciale qui est dominée par l'opposition et que théoriquement Singhi est de l'opposition et que André Kimbuta est de la mouvance présidentielle, que quelqu'un qui est théoriquement de l'opposition tombe alors que quelqu'un qui est théoriquement de la mouvance présidentielle, pas théoriquement,